Bonjour Léla. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ton parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes. Et pour commencer à nous parler de ton parcours, est-ce que tu peux nous dire déjà d'où est-ce que tu viens, quelles sont tes origines, tes racines? Bien sûr, merci à toi déjà pour l'invitation. Moi, je suis d'origine italienne, mon nom, Marinella, et ça fait 6 ans que j'ai déménagé ici à Thonon-les-Bains. Mais avant, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de beaucoup déménager dans ma vie. Et avec mon mari, on est depuis 25 ans expatriés. Donc, on a quitté l'Italie il y a 25 ans. On a vécu en Europe d'abord, donc ici en France, à Lyon, à Paris. Ensuite, on a déménagé à Londres. Et après, on a décidé, voilà, de partir aux États-Unis. Donc, nos enfants, ils ont grandi avec plusieurs langues dans leur tête. Et ensuite, dernière expérience, c'était d'atterrir en Asie. Donc, on a vécu à Singapour. Et ça, c'était voilà, notre parcours de vie ensemble qui nous a amenés jusqu'ici. Et moi, j'ai tout le temps envie de voilà, parler de mon expérience avant le Covid et après le Covid. Alors, on y reviendra. On y reviendra. Oui. En tout cas, ça donne déjà un aperçu d'un parcours assez riche dans plein de villes différentes, dans plein de pays. Et si on revient un petit peu à la Marinella enfant, quels étaient ses rêves? Quels étaient tes rêves quand tu étais enfant? De Oui, métier. moi quand j'étais petite, j'ai grandi dans une ville qui me faisait beaucoup vibrer. C'est une ville, ma ville natale, c'est Naples, donc dans le sud de l'Italie. Et c'est vrai que j'ai grandi toujours avec dans beaucoup d'histoires autour de moi. Il y avait des quartiers qu'on pouvait dire c'était des musées à ciel ouvert. Donc, j'ai toujours rêvé de travailler dans le tourisme, parler avec les gens, connaître la vie des autres personnes que je rencontrais pendant mes études. J'étais toujours très passionnée par leur histoire. C'est parce que j'étais passionnée aussi d'histoire. Donc, j'ai fait des études, une histoire d'art. Et ensuite, j'ai pris des formations pour devenir guide et accompagnatrice touristique. Donc, mes premiers pas, voilà, dans le monde du travail, tout de suite après l'université, c'était de travailler, faire des stages dans des agences de voyage, dans des offices de tourisme et ensuite dans des musées. Donc, ça, c'était mes premiers pas quand j'étais jeune. J'ai eu la chance, voilà, d'étudier les matières que j'adorais. Et c'était l'année de premier qui m'a vraiment ouvert les ports à l'art, à l'histoire d'art, parce que j'avais une enseignante d'histoire d'art qui était tellement passionnée. À chaque fois, nous parlait d'un tableau. Elle nous transmettait de l'amour et sa passion, ça me parlait. Je la regardais avec les grands yeux. Parce qu'en fait, pendant qu'elle parlait des tableaux, moi, je pouvais imaginer vraiment à l'époque, pendant le tableau était fait. Et c'était surtout un tableau de Cézanne qui m'avait beaucoup passionnée. Et ensuite, je me suis dit, moi, je vais être comme elle. En fait, je vais être comme ma prof d'histoire d'art, que quand je parlerai de quelque chose, voilà, les autres personnes, ils sont captivées par mon histoire. Et c'est comme ça que j'ai continué, j'ai poursuivi mes études, voilà, dans l'histoire d'art. Waouh. Et est-ce il y avait un terrain dans ta famille? Est-ce qu'il y avait un lien Pas du particulier tout, aussi? Pas pas du du tout. tout, pas Waouh. du tout. Juste, voilà, j'ai vu mon grand frère partir aux États-Unis et ensuite en Colombie. Donc peut-être lui, ça m'a inspiré pour toute la partie voyage. Voilà, de voir Hmm. ton grand frère de partir faire les études aussi loin, ça m'a donné l'espoir de dire ah bah tiens, moi aussi je pourrais partir un jour. Et c'est qu'est-ce qui s'est arrivé effectivement tout de suite après. Parce qu'une fois que j'ai fini mes études, je suis partie faire un stage toujours dans le domaine touristique au nord d'Italie, à Milan. Et Hmm. c'était une ville voilà, qui est devenue ma ville pendant une dizaine d'années, où aujourd'hui j'ai encore tous mes amis qui ont fini l'université avec moi, qui ont voilà, déménagé à Milan en même temps que moi. Et c'était là, j'ai eu la possibilité de faire un stage dans une chaîne hôtelière
À l'époque, ça s'appelait Best Western et c'était une chaîne américaine. Et c'était là-bas que j'ai commencé à prendre voilà, les premiers pas pour ouvrir des hôtels dans plusieurs endroits, comment chercher à travers des campagnes marketing les lieux pour faire voilà, des lancements commerciaux pour les hôtels. Donc, c'est dans cette expérience, j'avais mis de côté ma passion pour l'histoire d'art parce que celle des voyages, voilà, elle avait pris un peu plus de place. Vu que la boîte où j'ai fait le stage, c'était une boîte américaine, Mm. là, ça m'a vite voilà, transporté dans les voyages et j'ai commencé ma carrière à l'étranger grâce à ça parce qu'ensuite, j'étais embauchée tout de suite après mon stage de 6 mois. Et là, la vie a fait que j'ai enchaîné une vie un peu comme une nomade, j'ai envie de dire. Parce que du coup, j'étais à Londres, après à Paris, après avec mon mari, on a continué aux États-Unis parce que du coup, on a eu la chance de se rencontrer pendant notre stage. Et donc, voilà, on a commencé notre aventure de vie ensemble à l'étranger, voilà, tous les deux. Et du coup, ça nous a permis de voyager un peu dans plusieurs pays, toujours dans le domaine de notre travail. Donc, et là, il y a 20 ans qui sont passés très vite dans ma vie, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que j'ai tout le temps voilà, cette réflexion de dire ma vie avant le Covid, c'était beaucoup de voyages, beaucoup de cultures, beaucoup de gens que j'ai rencontrés de plusieurs nationalités différentes, de plusieurs langues différentes aussi. Mm. Donc, à chaque fois, il fallait se remettre voilà, dans l'apprentissage hein, de nouvelles langues, de apprendre une nouvelle culture. Le français, c'est pas ma première langue, ma deuxième non plus. Donc voilà, c'était une chance de pouvoir voyager et aujourd'hui avoir plusieurs amitiés un peu partout dans le monde et Mm. voir mes enfants grandir aussi avec plusieurs langues. C'est une chance énorme. C'est aujourd'hui une valeur voilà, que je regrette pas d'avoir permis à mes enfants de voyager aussi tôt. Mm. Et ensuite, bah, quand on était en Asie, le Covid, voilà, c'était une expérience un peu dure pour tout le monde. Mais c'est à Mm. ce moment-là qu'on a dû prendre une décision un peu drastique, donc celle de rentrer en France. Mon mari, il est français, moi je suis italienne, mais on avait toujours voyagé en France parce que bien sûr sa famille est ici. Mm. Donc, ça nous a permis d'avoir tout de suite un pied à terre, j'ai envie de dire, pendant les mois du Covid qui étaient très, très intenses en Asie. Et Mm. quand je suis arrivée ici, j'ai dit, mais en fait, il n'existe pas le Covid ici parce que voilà, tout était très différent. Nous, on a vu vraiment un régime très strict. Et à ce moment-là, je me suis dit, on va rentrer en France, on va être plus proche de nos familles. Et j'ai passé quelques mois un peu difficiles à comprendre où c'était ma place après 25 ans d'expatriation. En fait, j'avais cette énergie que j'arrivais plus à la retrouver quand je suis arrivée ici. Mais après 6 mois, je me suis dit, attends, je vais regarder qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. Mm. C'est quoi mes études? Et donc, je me suis dit, pourquoi pas retourner à ma source, à ma passion, parce que j'ai envie de dire, le travail que j'ai fait pendant ma vie, ma carrière, c'était plutôt un travail un peu par hasard, mais c'était pas ma vraie passion, parce que c'était pas mes vraies études à la base. Et donc là, après le Covid, j'ai eu la possibilité de vraiment m'écouter de voir ce que m'avait amené jusqu'à ici. Et quand je me suis dit, attends, mais je peux travailler dans l'art, j'ai trouvé tout de suite du travail à Evian. Donc, j'ai commencé à travailler à Palais Lumière comme conférencière et médiatrice culturelle. Mm. Et c'est là, avec la première exposition dont j'étais en charge, quand j'ai marché pour la première fois dans le sous-sol du Palais Lumière, je me suis dit, mais attends, mais les tableaux, ils m'appellent. J'ai eu vraiment ouais, cette sensation très forte de me dire, mais en fait, tout ça, parce qu'il fallait que j'atterris ici et je comprends vraiment qu'est-ce que j'aime. Et à partir de ce moment-là, voilà, il y a 5 années qui se sont écoulées et j'ai plus jamais changé ma direction. Donc, j'ai enchaîné expo sur expo à Palais Lumière.
Et ensuite, je voulais toujours un peu plus. Et je me suis dit, il y a une exposition en particulier qui m'a beaucoup parlé, c'est les artistes voyageuses, parce que c'était le choix d'une commissaire femme très très courageuse de parler de femmes qui personne avait jamais entendu parler, Mm. mais c'était des femmes aussi mises d'un sombre par leur mari, parce qu'elles étaient tellement talentueuses qu'elles pouvaient pas montrer leur art. Et ça m'a tellement un peu bousculée, mais ça m'a ouvert les yeux avec toutes les femmes que j'ai rencontrées, les expatriées dans ma vie. Et je me suis dit, mais moi, j'ai envie de parler de ces femmes-là. J'ai rencontré tellement de personnes qui ont changé leur vie suite au déménagement. Et donc, je me suis dit, mais moi, je connais une avocate qui, en fait, elle était passionnée pour la poterie. Elle a fait ça, son art de vie. Et donc, elle a quitté son travail d'avocate, donc elle a complètement changé sa vie pour devenir une artiste, donc une sculptrice aujourd'hui. Euh, je me suis dit, moi, c'est ça, je veux parler de ces femmes-là qui ont eu le courage, voilà, de Mm. quitter leur travail pour donner du sens et aussi de la voix à leur passion. Et donc, j'ai regardé autour de moi, j'ai dit, mais attends, je connais cette femme-là qui est aujourd'hui à Singapour, qui est partie en Afrique pour ouvrir une école et donner la possibilité à des femmes d'apprendre une autre langue. Et elle est partie là-bas, elle était une architecte. Donc, toutes ces petites voix, toutes ces petites femmes que j'ai rencontrées, j'avais envie de, voilà, parler de leur histoire. Et donc, j'ai quitté Palais Lumière pour me dédier à cette activité, donc de organiser des vernissages, des présentations d'artistes, des conversatoires, des talks avec ces femmes qui ont complètement changé leur vie. Et à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, j'étais tout le temps plus engagée. Mm. Voilà, par leur histoire. Donc, j'ai plus jamais quitté cette ligne. Wow. Et quels sont, du coup, tu parlais de la poterie, quels sont les différents Oui, arts que tu présentes, que tu, les créateurs que tu présentes aujourd'hui? oui, exactement. Ça peut être des artistes, des artisans, des créateurs. Ah, ok. Donc là, j'ai parlé de la femme qui était une avocate qui est Mhm. devenue une sculptrice. Donc, elle fait des œuvres en poterie. Oui. Elle a aussi toute une ligne de bijoux aussi, bijoux créés avec les restes parce qu'on est aussi dans une démarche de pas gaspiller. Donc, avec les restes de ces parties de Mm. céramique, elle réalise des bijoux, donc des boucles d'oreilles en poterie. Ensuite, j'ai connu une passionnée colombienne elle avait tout un tas de cahiers d'enfance de ses enfants. Et au bout d'un moment, elle s'est inspirée par ces cahiers parce qu'elle n'avait pas fait ses études en France. Donc, elle était interpellée par ces petites lignes des cahiers Sellier, que c'est les cahiers françaises. Et Mm. c'est vraiment typique, voilà, qui sait en France que ça existe, les cahiers CIS. Et donc, elle était interpellée pour ça. Elle a fait ça de son art. Elle était dentiste à la base et ensuite elle s'est reconvertie en artiste. Donc, elle crée des tableaux avec des papiers CIS. Donc, elle fait des tableaux avec des petits papiers avec ses lignes. Bien sûr, elle fait aussi des lignes à côté, mais c'est inspiré par des cahiers d'école. Wow. Ensuite, oui, donc c'est tout ces petites histoires comme ça. Je me suis dit, c'est des femmes qui ont eu le courage de abandonner leur travail Mm. pour donner vraiment suite à leur passion. Et moi, je trouve ça, c'est très inspirant. Surtout que moi, j'ai fait des études en histoire d'art, mais je suis pas une artiste. Moi, Mm. je sais pas faire, voilà, je peux pas bricoler sur un tableau, voilà, c'est pas donc je suis vraiment très sollicitée par ces femmes qui arrivent à faire des choses incroyables avec leurs mains, avec leur passion, et ça, je trouve, c'est très inspirant. Wow.
Ah oui. Oui, toi, tu es une médiatrice finalement. Exactement. Médiatrice, à la Moi, fois présenter, mettre en lumière, mais aussi créer de l'interaction. euh. exactement. Mm. Et là, la dernière, par exemple, artiste que j'avais trouvé, c'est une femme qui était enseignante et aussi elle participait, elle a chanté avec Pavarotti, donc c'est un chanteur italien très très connu. Et donc elle, pendant ses concerts dans les églises, en fait, elle s'est inspirée par les gros vitraux à l'intérieur des églises. Elle a dit, mais les vitraux une fois qu'ils sont cassés, ils sont pas récupérés, ils sont jetés. Et du coup, elle a repris ces vitraux pour faire des colliers, ou des bijoux, ou des bracelets. Et donc, ça, pour moi, c'est quelque chose que ça, c'est exceptionnel parce qu'on est dans un domaine où il y a beaucoup de faux, beaucoup de matériaux qui arrivent d'ici, de Chine. Donc, c'est vrai qu'il faut donner la parole et la lumière à tous ces gens qu'encore aujourd'hui, ils essayent de nous passer une histoire avec leur passion. Voilà. Wow. Donc ouais, tu es vraiment à la croisée entre le côté mise en lumière des personnes, de leur histoire, notamment des femmes, et puis aussi tout ce qui va être recyclage, la mise en avant des matériaux qui Exactement. peuvent être mis à la poubelle et du coup la mise en Exactement. valeur, la valorisation des matériaux. Oui. Génial. Et du coup, j'essaie de regarder mes questions parce qu'on en a balayé beaucoup. Et merci, tu nous as donné plein d'infos et en tout cas, tu as bien expliqué ton parcours, ça donne une vraie vision. Je voulais revenir un petit peu sur le côté, tu disais que tu avais voyagé dans plein de villes. Oui, Donc j'imagine que l'art à Singapour, c'est pas le même. En tout cas, l'art et l'histoire de l'art à Singapour, à Londres, à Paris, en c'est tout à Italie, à fait. Milan, etc. Sur quoi repose la différence ou je ne saurais pas quelle question, mais qu'est-ce que, quelle est la richesse ou les différences que tu as pu voir entre ces différentes villes ou vraiment quelque chose qui te marque que nous, on ne peut pas voir en tant que simple voyageur. Toi, avec ton expertise, qu'est-ce que tu pourrais dire qu'il y a comme différence flagrante ou forte entre ces différentes villes d'un point de vue de l'art et de l'histoire de l'art? Oui, certainement, j'ai vécu dans des villes très différentes Mm. et des villes beaucoup touristiques, plein d'histoires. Donc, c'est vrai que les premiers pas dans ces villes que j'ai fait, c'était toujours d'aller visiter les musées, Mm. de aller visiter les quartiers historiques, m'inspirer un peu pour voir les différences. Après, j'essayais de retrouver certains points en commun. J'ai toujours aimé des quartiers un peu plus de niche. Par exemple, si j'allais à Paris, j'allais pas dans le Marais, mais j'allais plutôt à Grenelle, la rue du Commerce, la Motte Piquet. J'allais découvrir plutôt des quartiers qui sont moins touristiques parce que, Mm. en fait, c'est là que tu peux retrouver vraiment la vraie vie des gens, des locaux. Parce que si dans toutes les villes que j'ai vécues, si tu visites vraiment que les endroits touristiques, t'es perdu, t'es jamais dans l'essence de la vraie vie des locaux. Mm. Même par exemple à Singapour, une fois qu'on a visité le musée d'histoire naturelle, on a décidé de partir un peu et découvrir tous les quartiers où il y avait parfois des gens qui parlent. Alors, à savoir qu'à Singapour, la langue officielle, c'est l'anglais. Mais tu peux te Mm. retrouver dans des quartiers que tu peux même pas échanger avec les gens parce que bien sûr, ils parlaient le mandarin, le taïwan, Mm. les autres langues parlées en Asie. Et parfois, les échanges, c'était des échanges avec les mains, avec des souris, Mm. avec voilà, des notes que tu essayais d'expliquer qu'est-ce que tu voulais savoir, la vie de ces gens-là. Et pour moi, l'essentiel, c'était de essayer pas de comprendre tout de suite la vie de l'autre personne, mais de me baigner dans leur histoire et de Mm. connaître les traditions. Par exemple, quand je suis arrivée en France la première fois, j'étais aussi enchantée par la galette du roi
qu'en Italie, ça n'existe pas. Et même pas à Londres, même pas dans aucun pays, ça existe la galette du roi le 6 janvier. Et moi, je me suis dit, moi, je veux que mes enfants, ils ont dans leur vie, ils connaissent la galette du roi, une tagine, une shankita, que c'est le repas asiatique. Moi, je veux que mes filles, voilà, demain matin, elles se réveillent et ils ont dit, bah, aujourd'hui, on a envie de manger ça, manger ça, manger ça, plutôt que être fermé dans la vision que on grandit avec une culture. Et c'est Mm. sûr que notre culture, ça nous appartient tout le temps, toute notre vie. Mais aussi, on peut avoir la chance de voyager et de connaître des autres cultures. Et c'est à ce moment-là qu'on a une mission, c'est de partager nos cultures à nous et comprendre la culture des autres. Et moi, quand j'étais invitée à fêter le Nouvel An chinois en Asie, que c'était pas le 31, comme nous, on a grandi, on était Mm. habitués, mais c'était le mois de février. Moi, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai la chance de pouvoir vivre ça. Et le fait que je me suis ouverte à les autres cultures, ça a permis aux autres cultures de me partager leur vision. Mm. Et ça, je trouve, dans toutes les villes où j'ai voyagé, c'était toujours un point que j'ai jamais manqué, celui de connaître d'abord les locaux et après comprendre le tourisme et la vie de tous les jours de les villes que j'ai vécues par la suite. Voilà. Mm. Et au niveau des différences, aujourd'hui, il y a l'art contemporain, l'art moderne, et puis l'art qui est beaucoup plus daté dans le temps. Euh, Comment toi tu ressens cette différence? Est-ce que tu as une préférence? Ouais, alors c'est très difficile parce que si on parle voilà de l'époque de la Renaissance, Mhm. on est fasciné parce qu'on ne peut pas comprendre comment des peintres et les artistes en général, ils arrivaient à faire des œuvres incroyables. Une des premières sorties scolaires que j'ai fait à l'école, c'était de découvrir une œuvre de Michelangelo et Mm. ça s'appelle, je dis en italien, le Cristo Velato. Aujourd'hui, c'est une œuvre en marbre, elle est connue dans tout le monde. Et en fait, Michelangelo, il avait réussi à faire comme un voile sous son œuvre. Et aujourd'hui, il y a les gens qui encore essayent de toucher pour comprendre si c'est vraiment du marbre ou si c'est un voile posé sous l'œuvre, parce que c'était tellement délicat, tellement parfait, que c'était aussi incroyable de savoir, de comprendre que on pouvait avoir un effet aussi majestueux d'une œuvre. Aujourd'hui, l'art contemporain est très vaste. On peut avoir ici à Thonon, il y a une œuvre de Christophe Abbé. Je ne sais pas si tu as déjà vu l'installation du chœur. C'est la dernière œuvre contemporaine de Thonon-les-Bains et c'est un chœur fait en métal. Ça fait partie des œuvres contemporaines de l'art aujourd'hui. Il y a beaucoup de visions différentes par rapport à l'art du 400 et l'art aujourd'hui dans nos siècles en nu, parce que aujourd'hui tout est plus facile. On peut réaliser des œuvres plus facilement, des tableaux Mm. avec les techniques qui sont beaucoup changées, beaucoup avancées. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a encore une particularité, c'est la signature de chaque artiste. C'est de raconter dans un tableau leur histoire. Ça fait partie aujourd'hui de la connaissance de l'art contemporain. Mm. Wow. Et Moi, j'ai une petite passion pour Monet, pour les mhm. impressionnistes en général. J'ai fait ma mémoire sur ça, donc moi, c'est ma petite préférence. Mais je suis aussi fascinée devant un tableau de Caravaggio, des vierges, des femmes. Donc, je suis beaucoup passionnée par les tableaux en général. En général, peu importe Ouais. Peu la lieu, la importe, date, ouais. Oui, voilà. Il y a des techniques qui sont certes, voilà, différentes, mais il y a toujours un message, il y a toujours une émotion, et c'est ça qui me qui parle, te ouais. plaît. Ouais. Oui.
Et on va faire un petit zoom sur le château de Ripaille parce que tu as une histoire Oui, particulière. C'est comme ça que je t'ai rencontré. oui, Euh, c'est vrai. je t'ai rencontré lors d'une présentation du château de Ripaille qui m'a fascinée parce que tu as une facilité à présenter le château, les objets, tellement Merci. passionné que ça nous donne envie, même si on n'est pas transporté par le lieu ou par les objets, on finit par l'être avec toi. Donc, Merci. et donc, un petit zoom sur le château de Ripaille, donc, qui est un château à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le lien que tu as avec ce château et pourquoi ce château en particulier? Oui. Yeah. Yeah. Alors, le château de Lipaille, c'était une des autres étapes voilà, de travail que j'ai fait ici dans le Chablais. Donc, après avoir travaillé à Palais Lumière, j'ai ensuite travaillé au château de Lipaille parce que déjà, moi aussi, j'avais fait une visite au château quand j'ai découvert la région. Donc, j'avais aimé ce château qui était aussi grand Hmm, aussi avec sur le lac Léman, donc oui. avec sa position incroyable, des jardins exceptionnels. Et ensuite, je me suis dit, ah, j'aimerais bien travailler ici, j'aimerais bien faire des événements ici. Hmm, Et j'ai eu la chance, voilà, de travailler d'abord comme salariée et ensuite comme voilà, entrepreneuse pour organiser des événements, à savoir que c'est toujours des événements liés à l'art, hmm, à la présentation d'un artiste, parce que c'est surtout ça, le but de mon activité, c'est de avoir des événements un peu plus de niche, un peu plus qui parlent de l'artiste en général et pas avoir des masses, pas avoir les fameux touristes qui arrivent avec leur caméra, avec pour suivre une visite voilà de groupe. C'est pas ça mon essence à moi. Moi, c'est même un petit comité de 10 personnes pour échanger et pour parler de leur œuvre et donner importance, voilà, focus à la personne que je représente. Ça, pour moi, c'est nécessaire. hmm, Euh, Au-delà de la vente, au-delà de tout ce que ça peut être commercial et tout ça, pour moi, c'est donner une voix à les artistes qui n'ont pas forcément, ils n'ont pas connu, ils n'ont pas forcément même la chance de pouvoir organiser des vernissages et des campagnes de marketing et se faire connaître. Donc, hmm. pour moi, ça, c'est nécessaire. Et au château de Ripaille, j'ai choisi ce lieu Ouais. parce que c'est un lieu historique, c'est un lieu emblématique du Chablais. Hmm, J'ai beaucoup aimé travailler là-bas et surtout parce que parmi tous les châteaux que j'ai visités, même en Normandie, je trouve que c'est un château avec beaucoup, beaucoup d'accessoires. Et surtout qu'on parle d'une histoire de le château a été, à savoir qui a été le château d'aujourd'hui et grâce à un entrepreneur alsacien, c'est Frédéric Engel, et c'est lui qui a voulu garder le château parce qu'il était presque à la ruine après les ducs de Savoie. Et donc, c'est lui qui s'est installé dans la région. Il a invité plusieurs artistes. On peut retrouver des œuvres de l'Art Nouveau, à savoir à l'étage, la période de la Belle Époque. Donc, on a des œuvres de l'Art Nouveau parce que cet Alsacien qui était aussi le propriétaire de DMC, c'était les fils DMC. Encore aujourd'hui, sont connus. Je ne sais pas si tu connais, c'est les fils pour travailler, pour faire, pour tricoter.
c'est la DMC. D'accord. Et ben, c'est lui, c'était le propriétaire de cette usine alsacienne. Et en fait, à l'intérieur du château de Ripaille, à l'étage, on peut retrouver le salon de Madame Engel avec son petit coin pour tricoter. Et ça, c'était, à chaque fois que je faisais une visite, c'était toutes ces parties du château que je trouvais incroyables parce qu'au-delà de l'histoire du château et de son importance historique d'Achablé, c'est un lieu où encore aujourd'hui, on peut voir les traditions qu'il y avait. Et ça, je trouve, c'est incroyable. Et c'est pour ça que ensuite, même si j'étais plus salariée, j'ai continué à travailler avec eux. J'ai aussi été là-bas pour accueillir des délégations par exemple avec la ville de Capri. C'est une ville qui est proche de ma ville natale. Donc j'avais la chance de leur faire découvrir le château en italien parce ils pouvaient pas écouter une visite de médiation du château. Et donc, pour moi, c'était une chance et une fierté aussi, Hmm. voilà, de pouvoir parler du château à cette délégation italienne. Et quelles sont tes activités aujourd'hui par rapport au château de Ripaille? Alors aujourd'hui, pour avoir encore plus un engagement avec le château de Ripaille, j'ai créé une association qui s'appelle les Amis du château de Ripaille. Donc, Hmm. je suis la présidente de l'association et le but, c'est de m'engager encore plus dans la découverte des artistes et représenter le château de Ripaille. C'est un lieu pour moi emblématique du Chablais. Hmm. Emblématique du Chablais. Génial. Donc, il peut y avoir des événements. Il y aura un site Exactement. internet, les personnes qui veulent, par exemple, connaître les événements. Est-ce que tu vas avoir un... Comment tu vas communiquer? Oui, donc là, on est dans la partie administrative de l'organisation de l'association, mais Oui. bientôt, on est déjà présente sur les réseaux. On a ouvert une page Instagram qui s'appelle Les Amis du Château de Ripaille. Et tous les événements qu'on va mettre en place, ils sont toujours liés à la Fondation Ripaille qui gère aujourd'hui le château. Donc, on aura des canaux on va dire, de publicité Oui, ensemble. Ouais. ensemble. Ok, Oui. super. On mettra le lien, si jamais, en description pour les personnes Merci. qui veulent te suivre, qui veulent vous suivre et puis être présents aux potentiels événements à venir. Merci. Et, avec plaisir. Et qu'est-ce que, alors, Je- tu nous as répondu sur plein de choses, ce qui te fait vibrer dans le domaine de l'art, pourquoi t'es allé dans l'art, ton lien avec le château de Ripaille. Qu'est-ce que- Quelle est l'évolution que tu vois, toi, par rapport à ton parcours? Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites encore développer? Est-ce que tu as des rêves par rapport à ce domaine Ah oui, artistique, oui, bien sûr. toi? Euh, et si tu souhaites nous les partager. Oui, bien sûr. Alors, l'expérience de Covid, après Covid, Mm. et surtout tous les voyages et les déménagements que j'ai Oui. faits, ça m'a donné toujours envie de découvrir toujours plus. Donc, Mm. je sais que peut-être aujourd'hui, c'est un passage pour moi d'Achablé, être ici. Mais même si c'est je peux jamais connaître ma future destination. Bien Ça, sûr. c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je peux pas te partager parce que moi aussi, je le sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, toutes les expériences que j'ai vécues et encore aujourd'hui, la présence dans la ville que j'ai eue, c'était toujours avec beaucoup d'engagement et beaucoup de passion. J'ai toujours réalisé des projets. Et Mm. ça me donne toujours par la suite le lien pour poursuivre mes vocations. Et même si demain matin je vais partir, je continuerai à gérer les artistes, découvrir les artisans, les représenter. Et le parcours de vie que j'ai eu, ça m'a aussi beaucoup appris qu'on n'a pas vraiment de frontières. Mm. Qu'aujourd'hui, moi, je suis capable de présenter des artistes qui sont en Rwanda, à Singapour, dans le sud de l'Italie, ici en France, en Colombie. Donc, on n'a pas vraiment de frontières. Et je pense que le lieu où on habite, il fait pas vraiment c'est pas un frein
en fait, pour l'activité qu'on on a envie de développer dans notre Mm. futur en général. Et moi, j'ai envie de dire que il faut jamais voilà, s'arrêter. Parfois, on peut avoir des freins sur les langues, sur la culture, même sur des résultats, par exemple, de d'examen. On peut avoir voilà, des moments de déception, mais il y a toujours une solution, il y a toujours une porte ouverte, il y a toujours une expérience qui te permet de découvrir des autres choses. Pour moi, c'était ça, mon expérience à moi. Et aujourd'hui, avec voilà, une belle expérience et avec l'âge que j'ai, je peux dire qu'il faut jamais s'arrêter d'étudier, de découvrir et surtout d'être curieuse. Voilà. La Mm. curiosité, il faut jamais la laisser. Jamais, jamais. Parce que c'est ça que ça te permet d'avancer. Mm. Être curieuse, aller chercher les autres et aller comprendre voilà, les choix des autres, ça te permet d'avancer. Ce sera le conseil de la fin, la phrase de la fin. Merci infiniment pour ces personnes voilà, qui souhaitaient un seul conseil résumé. Il est là. Merci, j'espère que j'ai répondu à toutes tes À questions. toutes mes questions, même à bien plus. Et en tout cas, j'invite toutes les personnes qui souhaitent s'intéresser à l'art à, voilà, à regarder cette interview et puis potentiellement à venir te rencontrer à travers les amis du château de Ripaille et à découvrir aussi les artistes, les artisans, toutes les personnes que tu mets en avant, que tu mets en lumière à travers des Merci. vernissages, des talks, etc. Merci infiniment. Merci à toi, Léla. J'ai adoré faire cette interview. À bientôt. À bientôt.